Salut, Salut, ça va? ça va bien? On avait Ouais, ouais. convenu ce soir de parler de livres, Ouais. livres que nous aimons, Donc on a lu récemment. récents, ouais. Moi j'ai pris des livres que j'ai lus récemment, que j'ai fini dans le mois, ou que j'ai terminé là récemment, qui Ok. sont encore frais, parce que j'ai pas pris la liste des livres que j'aime beaucoup. Non, C'est non, non, un peu prétentieux. je, non, mais je dis ça parce que, en fait, depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire systématiquement des petites critiques de livres, enfin, de faire un document une fois que je termine un livre. Ce qui me permet, comme ça, pour en fait d'être mieux préparé, enfin d'être relativement bien préparé, et de pouvoir dire quelque chose. Parce que je sais pas toi, mais moi j'oublie très vite. Euh, Bah, qui commence? Eh bien, J'ai toute moi une je, pile là. moi je vais commencer par un qui est Vas-y. un livre de saison, enfin de circonstances pour l'année 2022 en tout cas. C'est Taras Bulba de Gogol. Donc Taras Bulba, c'est en fait donc c'est en Ukraine, un cosaque et c'est le héros de l'Ukraine qui a été remplacé par Stepan Bandera, je crois, plus récemment, qui est je crois, un terroriste ou je sais pas quoi. Enfin, quelqu'un de beaucoup moins intéressant que Taras Bulba. Et Taras Bulba, en fait, il illustre quelque chose qui est assez clair dans toute l'histoire de l'Ukraine, c'est que leurs ennemis héréditaires, ce sont les Polonais, pas les Russes. Et bien que, évidemment, les Cosaques ne s'identifiaient pas vraiment aux Russes, ils étaient aussi très ennemis des Tatars, des Turcs. En fait, ils étaient ennemis d'à peu près tout le monde. Et c'est un petit livre, mais c'est incroyable le niveau de violence, le niveau de, enfin, c'est la manière que ces gens avaient de vivre. Je sais pas à quel point c'est fidèle, mais ils vivaient vraiment la vie. Ils avaient un sens de l'honneur extrêmement développé. D'ailleurs, dès qu'on lit des livres d'avant le XXe siècle, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé c'est la C'est à manière quelle taille aussi. quand tu dis que c'est pas long? Je sais pas, ça doit faire peut-être 200 pages maximum. C'est assez court, ouais. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est l'histoire simplement d'un vieux Cosaque qui a deux fils et qui part pour une dernière expédition. Et puis il lui arrive tout un tas d'aventures et il se retrouve même aux portes de Varsovie. Et, euh, et puis notamment des humiliations les plus grandes, c'est que son fils est tombé amoureux d'une Polonaise et il a changé de camp. Euh, et alors on parle beaucoup de la Sietch, qui est donc en fait l'unité. C'est une espèce de gigantesque camp scout en fait où se retrouvent tous les Tatars. Et alors il y a plein enfin c'est vraiment la folie. C'est un grand camp de soldats et ils y vont comme ils partent en fait en colonie de vacances, c'est-à-dire qu'ils laissent leurs femmes, etc. Et puis tout le monde se retrouve à la Sietch et puis c'est la grande fête, évidemment arrosée d'alcool, etc. Et puis il y a plein de gens qui vivent autour comme dans un festival de musique. Il y a beaucoup de marchands juifs qui sont là et puis ils sont traités de façon horrible par Les les Tatars? Cosaques. Mais Les en tout Cosaques, cas, pardon. c'est... Pardon? Les Oui. Cosaques, excuse-moi, j'ai confondu les Tatars et les Cosaques, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vraiment génial comme livre, très drôle. Et pourquoi est-ce que tu as commencé en disant que les habitants de ce pays-là, qu'on appelle aujourd'hui les Ukrainiens, sont des ennemis, ont pour ennemis euh, Héréditaire? les Polonais et pas les Russes, parce que les Cosaques, ils étaient un peu ennemis de tout le monde, quoi. En fait, les Cosaques étaient historiquement employés par le tsar pour défendre la frontière sud. Et donc, en fait, ils étaient, même s'ils étaient Frontière un sud, peu... qui étaient les Tatars, en fait, les Turcs, cette population turcophone Oui, des rives nord de la mer Noire. oui, voilà, oui, c'est ça.
Donc, Ou les musulmans de l'autre côté, quoi, du Caucase. voilà, exact, ouais, c'est ça. Et donc ils étaient en fait, c'était un peu une zone tampon et donc ennemi héréditaire des Polonais parce qu'en fait les Polonais depuis toujours possédaient énormément de terres, notamment dans l'actuelle Ukraine de l'Ouest et en fait étaient bon, pour beaucoup exploitaient les Ukrainiens comme paysans et donc en fait ils les aimaient pas. Et, euh, et donc et donc en fait ils étaient très souvent en train de se battre contre eux, essayer de prendre leur indépendance. Donc en fait ils n'avaient pas vraiment enfin, de bataille, même aucune, à ce que je sache, contre les Russes. Et donc en fait c'est assez évidemment différent de ce qu'on observe aujourd'hui où les Polonais ouvrent la porte, pas depuis, même pas seulement depuis la guerre, hein, mais avant même en fait. Il y a une grosse immigration de travail d'Ukraine vers la Pologne depuis Et pourquoi tu dis déjà. que Taras Bulba était le héros national? Parce que c'était un personnage de roman? Ou bien où Gogol fait une biographie? Non, alors je sais pas si c'était. Je pense que c'est un personnage de roman, mais c'était un peu le. Oui, t'as raison, c'est curieux. J'ai pas vraiment cherché plus profond pourquoi, mais je sais que c'était vraiment un peu une figure de l'Ukraine, Taras Bulba, jusqu'à. Je sais pas quand est-ce qu'il a été remplacé, peut-être dans les années 20, quelque chose comme ça. Donc c'est une figure littéraire qui est devenue un héros, une espèce de figure nationale, quoi. Oui, oui, j'exclus pas que ce soit un personnage réel, mais oui, Dont la vie ça a serait été ça. rendue célèbre par Gogol. Ouais. Mais Gogol était ukrainien ou était russe? Non, je pense qu'il était russe. Mais il avait une très bonne connaissance, visiblement, des mœurs et puis de la manière d'être, de l'esprit, en fait, de ces guerriers. Ils étaient Rappelle-moi quand ça a été écrit, ça? je sais plus exactement, je pense que ça doit être 1860, quelque chose comme ça. Je te laisse regarder. Taras Bulba, 1843. Attends, il y a une première version en 1835. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est un plus ancien. Et c'est un roman historique, ouais, qui parle d'un homme. Ouais, Donc elle existait. ouais, c'est un roman. Non, non, c'est un roman historique. Ok. Mais il n'a pas l'air d'avoir existé. Non. Ah, bah écoute, ça a l'air marrant. Oui, c'est un livre. Je connaissais le titre du livre, mais j'avais jamais lu. Je suis jamais tombé dessus, en fait. Mhm. Bon, bah, à mon tour. Vas-y. Nos. Albert Camus, Noces et l'été. Un Ok. petit livre. euh, dans lequel Camus fait une sorte de déclaration d'amour, mais d'amour ambigu à l'Algérie. Camus était d'Algérie, je ne sais plus de quelle ville d'ailleurs, Constantine ou Oran. Et, euh, et il a une plume magnifique. Il fait des descriptions des paysages, des ruines, par exemple, des ruines antiques, des sensations qu'il peut avoir l'été ou au printemps, ou lorsqu'il nage. Il y a une description de la natation, de la nage dans la Méditerranée. Mhm. C'est, c'est vraiment un maître. Tu sais, euh, notre frère m'a appris que lorsqu'il faut écrire, pour bien écrire, pour être lu, il faut décrire les sensations. Il faut passer en revue les cinq sens dans ce Oui. qu'on voit dans la mesure du possible. C'est ce que j'apprends à mon fils aîné. Je lui dis toujours, quand tu écris, t'écris ce que tu sens, tu sens de l'odorat, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, si c'est possible. Et Camus, là, c'est vraiment un cours d'écriture à cet égard. C'est splendide, c'est d'une poésie, c'était saisi quoi, dès les premières pages. Et c'est l'aspect le plus intéressant du livre, parce que sinon, la morale, la philosophie de Camus,
c'est une espèce d'athéisme. Je lisais ça et j'ai pensé à un livre très célèbre d'un théologien, enfin très célèbre, pardon. Quand on fait de la théologie, on connaît Henri de Lubac, le cardinal de Lubac, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le drame ou la tragédie de l'humanisme athée. Le drame de l'humanisme athée, je crois. Et Camus, c'est le drame de l'humanisme athée. C'est-à-dire qu'il est humaniste, oui, mais athée. Et alors, c'est vraiment désespérant. Autant c'est riche en sensations, autant l'espoir qu'il laisse au lecteur, c'est zéro, quoi. Tu sors de là, tu te dis, mais à quoi ça sert de vivre, quoi, à part pour expérimenter un sensualisme comme il décrit si bien. Et donc, pour la beauté, alors c'est drôle aussi, la deuxième partie est assez drôle lorsqu'il décrit, il se moque des Oranais, je crois, oui c'est ça. Là, c'est assez rigolo, lorsqu'il décrit les populations de pieds noirs en Algérie, ça c'est drôle. Mais alors il faut laisser tomber sa philosophie, parce que en fait ça vaut rien, c'est vraiment, c'est raplapla. À un moment, il décrit le bonheur et sa définition du bonheur. Il dit le bonheur, c'est quand on coïncide avec ce qu'on est en train de vivre, en gros. Mais c'est pas la définition du bonheur, ça, c'est la définition du sens. Parce qu'on a un sens dans sa vie, c'est quand on coïncide avec ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pas le bonheur. Le bonheur, on peut coïncider et être assez malheureux. On peut coïncider avec ce qu'on est en train de vivre et être assez malheureux, en fait, parce que le bonheur nous échappe, parce qu'on a une grande tristesse. Et donc, je trouve que c'est vraiment léger de ce côté-là. C'est décevant. Donc Camus, oui, il écrit très bien, mais le fond. Et alors, c'est évidemment une question, hein, c'est toujours la question quel est le lien entre le fond et la forme. C'est que la forme est brillante, mais alors le fond en dessous, c'est alors je devrais peut-être pas dire ça parce que Camus est quand même considéré par des grands esprits comme un très grand esprit. Donc je vais rester, je vais pas me permettre de juger comme ça. Mais en fait, ça me convainc pas, quoi. Et je me dis c'est le drame de l'humanisme athée, quoi. Et si c'est ça, ce qu'il propose, bah, il y a d'autres penseurs contemporains qui sont plus intéressants. Enfin, contemporains, oui, il est assez contemporain. Bon, il commence à dater un peu, mais être un peu, pas daté, mais être un peu ancien. Voilà, il y a mieux. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je recommande. C'est pas gros, ça fait un peu moins de 200 pages, 181. Et c'est très beau pour apprendre. Enfin, vraiment, il y a une poésie gigante, une poésie immense. C'est un grand poète, voilà. C'est un grand poète. Je peux te lire la première page. Hein. Il décrit des ruines. Au printemps, Tipasa est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du Chénois, donc c'est la montagne qui est à côté, la masse noire du Chénois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Alors là, bravo. Ouais. Et c'est bravo. une phrase, hein. Ça, c'est... Il y a 4 phrases. Ouais. Non, superbe. Superbe. Voilà. Avec les réserves que j'ai dit. Ouais. Ça donne envie. Mais cette histoire de philosophie, je l'avais déjà. Enfin,
Ce côté déprimant de Camus, je l'avais aussi déjà ressenti dans Oui, il est d'autres connu ouvrages pour de lui. l'absurde, la philosophie de Ouais, l'absurde, c'est ce qu'on nous racontait quand on était au collège ou au lycée, qu'on lisait ouais. l'étranger. Enfin, je me souviens d'avoir lu l'étranger, je devais être en troisième ou en seconde. La philosophie de l'absurde, oui, non, le monde n'est pas absurde. Hein. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu vois, c'est le même problème, ça c'est un sujet qui m'est cher, c'est le même problème que les impressionnistes. Les impressionnistes face à Cézanne. Les impressionnistes, ce sont des peintres qui vont, comme leur nom l'indique, saisir les impressions que leur donne le monde. Donc les odeurs, enfin pardon, c'est les couleurs principalement, un peu les formes. Mais le monde est une apparence de gouttes de lumière, en gros, et il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de sens derrière. Cézanne, qui est du même, la même époque, Cézanne est supérieur aux impressionnistes, parce que Cézanne va peindre avec des petites formes géométriques. C'est pas des taches, des petits carrés, des petits triangles, des petits. Et Cézanne, d'ailleurs, il le dit, hein, il va s'intéresser au fond, à la structure du réel, de ce qu'il voit, pas à la surface. Il y a un sens derrière, et c'est ce Mm. que Cézanne essaye de. Mais comme les grands peintres, hein, les grands peintres, ils te révèlent le sens de ce qu'ils voient, la signification du monde. Et Albert Camus, le monde n'a aucun sens, mais alors qu'est-ce que c'est beau? C'est comme les impressionnistes. Bah, une fois que... Ouais. Ce qui est Moi, en les soi, impressionnistes dans les musées, je passe ouais, les mais salles, quoi. Ça m'intéresse pas. ce qui est en soi un paradoxe, hein, en fait, parce que si c'est beau, c'est qu'il y a une certaine valeur, un certain bien, un bon, et puis le fait que derrière, lui, il n'en déduise pas que, je sais pas, il puisse y avoir quelque chose qui est mis en ordre, Du sens, du sens. un logos, ouais, un ordre compréhensible. Ouais, non, Enfin, ça pas du le tout. paradoxe, il est immédiat. Ouais. Ouais, très intéressant, mais écoute, je note ça. Donc. Et toi? Euh, Moi, j'ai lu un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Ça s'appelle A Lost World de Doyle. Alors, il y en a plusieurs des Doyle, Conan mais en Doyle? fait, je sais plus lequel c'est. Mais c'est en fait un livre que je voulais lire depuis très longtemps parce que c'est un peu la première inspiration du parc jurassique, de l'histoire du fait que sur Terre il y ait euh, une, il y ait en fait un endroit, un espèce de endroit isolé du reste sur lequel il y a encore des espèces qui ont disparu par ailleurs. Et en fait, Ah, mais c'est Conan Doyle, hein. ah oui, oui, c'est ça. Le Enfin, je sais. manuscrit des mondes perdus. Voilà. Un roman d'aventure jurassique de Conan Doyle. The Et Lost World. donc, Ouais. et donc en fait, c'est une des premières réalisations de ça, et c'est en fait basé sur les fameuses montagnes à table qu'on retrouve en Amérique du Sud. Donc là, l'histoire se passe en Colombie, je crois. Et moi, j'ai visité le Venezuela et il y en a beaucoup à la frontière entre la Guyane, le Brésil et donc le Venezuela dans le sud euh, est. Et j'ai eu l'occasion de gravir une de ces montagnes, le Mont Roraima, et ça m'avait effectivement frappé la manière dont l'érosion a eu lieu tout autour de ces montagnes. Mais dessus, il y a vraiment des conditions très particulières. Il fait très froid, il pleut beaucoup alors que le reste est assez sec. Il y a même encore des petites plantes carnivores. Enfin, c'est vraiment des paysages incroyables tout en haut. Et, euh, et donc là, c'est une histoire justement d'une expédition. Enfin, très très classique, hein, évidemment. Ça commence à Londres, dans un club, des gens qui se défient, des gentilshommes qui se défient, etc. Et puis, et alors, donc ils mettent un temps fou à remonter l'Amazone pour aller jusqu'à l'endroit. Et puis ils doivent traverser de la jungle, et puis il y a des populations qui en veulent à leur vie. Puis finalement, ils arrivent
en dessous de... Parce qu'en fait, il se base sur une photographie d'un... En fait, ils partent à la recherche d'un explorateur qui a laissé un carnet de dessin où il a mis, je crois qu'il a dû dessiner un diplodocus, mais en fait, il en est jamais revenu. Et puis, en fait, il tombe sur la trace du cadavre de cet explorateur. Et ils essayent de grimper sur le haut de la montagne parce qu'ils se disent, bah, si lui, il a dessiné, il les a vus, ces dinosaures, c'est qu'ils doivent y être. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Puis évidemment, il y a aussi une histoire de trahison à l'intérieur du groupe d'exploration. Et, euh, et alors, l'histoire part vraiment dans une direction très bizarre. Parce que bon, ils parviennent sur la montagne, ils découvrent effectivement des dinosaures extrêmement féroces, etc. Mais, chose extrêmement bizarre, ils découvrent aussi des tribus d'indigènes qui vivent là-bas et qui ont, enfin, c'est comme si le haut de la montagne était divisé en deux. Et puis en fait, bon, ils ont évidemment beaucoup de problèmes liés aux dinosaures qui sont très féroces, mais ils ont aussi ils essaient de survivre en fait, parce qu'évidemment les tribus tout de suite leur en veulent aussi. Et puis d'ailleurs, il y a en fait deux tribus sur le même en haut de la montagne. Il y en a qui sont plus humains et il y en a qui sont plus australopithèques en fait, enfin, deux espèces humaines différentes. Bref, en fait l'histoire, je trouve malheureusement tombe un peu parce que en fait, je pense il aurait dû respecter la fameuse règle de l'unité, c'est-à-dire que sur cette montagne, il y a un truc, ce sont des dinosaures et pas des dinosaures et des espèces humaines qui n'existent plus et des espèces humaines proches de nous mais qui vivent isolées, parce qu'en fait c'est enfin, je sais pas, ça devient un peu bizarre, mais sinon c'est quand même très intéressant. Et puis donc voilà, c'est un livre qui m'a plu. Alors, sans transition. C'est un petit livre de physique quantique. Alors, c'est très intéressant, mais j'ai rien compris. J'avais entendu sur France Culture il y a quelques années ce livre conseillé par c'est un physicien, un prof d'université, qui s'appelle Julien Bobroff, Mon grand mécano quantique. Et alors, c'est la vulgarisation. Mhm. Mais en fait, ça tombe un peu à côté, quoi. Il raconte en fait toutes les expériences, et ça s'appelle mécano parce qu'il explique comment les physiciens sont des bricoleurs et comment ils ont bricolé des machines, parfois très sommaires, hein, pour découvrir et mettre en évidence ou vérifier par l'expérience des prédictions théoriques de la physique quantique. De la physique tout court, parce qu'aujourd'hui la physique, c'est la physique quantique. Et puis tout ce que ça a donné, la façon dont on a vu les atomes pour la première fois, par exemple. Mais en fait, à chaque fois, il y a un problème. Alors c'est passionnant, ce qu'il décrit la façon dont il bricole. Et puis il y a un moment, il y a toujours un petit saut où il te largue, où tu comprends pas le lien, tu comprends pas ce qu'il démontre vraiment. Alors, il faut relire le livre plusieurs fois, mais dans ce cas, c'est pas de la vulgarisation, c'est que. Alors je le recommande parce que c'est quand même pour la curiosité de ce que font les physiciens, et ça peut donner envie. Mais il y a un moment où en fait le gars il rate sa démonstration, et à chaque fois, pas sa démonstration, son objectif qui est de faire comprendre à quelqu'un qui n'y connaît rien, de vulgariser, de faire comprendre ce qui a été découvert, ce qui s'est passé. Et puis, voilà, donc c'est étonnant que ça ait été publié, parce que l'éditeur, il aurait pu se dire, bon, si c'est la vulgarisation, c'est pas fait pour des gars qui connaissent déjà la physique quantique, qui ont tout compris. Donc, voilà, c'est amusant, c'est plaisant à lire, mais en fait, on comprend pas toujours tout. Moi, en tout cas, j'ai pas tout compris. Je vais peut-être devoir le relire plusieurs fois pour essayer de comprendre certains trucs, mais alors... mais bon, c'est l'histoire de la science au XXe siècle, la façon dont
quand ils ont découvert la façon dont on a expérimenté et on a révélé ce qu'on sait être évident aujourd'hui, l'existence d'atomes, d'électrons, etc., mais qui n'était pas du tout. Et puis la manière dont dans notre vie courante c'est utilisé, la façon dont fonctionne un IRM, enfin voilà. Donc c'est intéressant, mais un peu décevant en fait. Voilà, donc pas grand Camus 8 sur 10. Ouais. Bobroff 5 sur 10. 6, allez 6 parce que c'est quand même plaisant. Mais Ok. voilà, bon, donc je l'ai lu et je vais devoir le relire parce que c'est trop bête en fait, pas assez attentif. À toi? Ok. J'en ai encore 3. Hein. Ok. Alors moi, il y en a un autre. C'est, je sais pas si t'as lu Dune de Frank Herbert. Non, j'ai pas lu. T'as pas Il y en a lu? aucun que j'ai lu pour l'instant. C'est ce Ok. que t'as dit. Alors, ça aussi, c'est un grand classique de la science-fiction je suis pas particulièrement amateur de science-fiction, mais je sais pas, j'en entendais souvent parler. Et puis, en fait, ça m'avait intrigué parce qu'il y a un film qui a été fait par un Québécois là récemment, qui a eu beaucoup de succès, un film hollywoodien sur une comment est-ce qu'on appelle ça? Adaptation de Dune. Et alors, ça m'a marqué parce que les critiques, alors je n'ai pas vu le film, mais les critiques étaient assez positives et disaient que enfin quelqu'un avait réussi à adapter cette série qui fait partie des grandes séries quand même avec la Guerre des Étoiles et puis d'autres, euh, et qui avait été adaptée à maintes reprises et à chaque fois les gens s'étaient plantés. Et que là, c'était un peu le premier à avoir réussi. Et donc ça m'a intrigué et je me suis dit que j'allais aller lire le livre. Et, euh, et alors ce qui m'a vraiment intéressé dans ce livre, c'est la fabrique d'un univers de science-fiction. Parce que c'est quand même du travail hein, d'imaginer. Et, euh, et en fait, au-delà de l'histoire, etc., qui en réalité m'a moyennement plu et je lirai pas parce je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes, je lirai pas le reste. Mais j'ai été très intrigué de voir comment est-ce il a construit cet univers. Alors il y a une première chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il fait tout le temps référence à une espèce de livre saint de référence. Enfin, il y a beaucoup de c'est pas vraiment un récit en ligne en fait. Au début de chaque chapitre, il nous sert des chroniques qui ont été écrites disons 500 ans après les événements dont il nous parle maintenant en fait. Et donc il y a un peu une petite phrase qui résume un peu un commentaire historique. Enfin, il y a quasiment un côté historien grec ou romain en fait dans cette histoire. Et alors il parle toujours de la Orange Catholic Bible. Et donc en fait il a imaginé donc ces gens ils sont pas vraiment catholiques mais il y a cette Orange Catholic Bible dont il parle toujours, et ça m'a beaucoup amusé. Les autres références qu'il y a sont très fortes, beaucoup ancrées dans la culture arabe, puisque c'est dans le désert, mais aussi russe. Et je parlais tout à l'heure au sujet de Taras Boula de la Sietch, qui est donc l'unité des Cosaques. Et là aussi, il a réutilisé le nom de Sietch pour désigner en fait, sur cette planète vivent une espèce de groupe un peu enfin, ce sont des locaux qui se battent contre les forces qui essaient d'occuper la planète et ça s'appelle les Fremen et ils vivent justement, leur communauté s'appelle aussi la Sietch. Et donc en fait on voit qu'ils récupèrent et puis ils parlent de l'empereur Padisha qui est l'empereur de toute la galaxie et ça aussi ben, on sent bien l'influence arabe là-dedans. Donc ça c'est très, très amusant cette manière qu'il a eu de créer tout ça et je trouve que les mots sont enfin tous les noms des personnages sont extrêmement bien choisis. Il y a une chose qui est très marrante très originale dans la conception de cette science-fiction là qui se passe dans le futur évidemment, c'est que en fait il y a eu
En fait, il n'y a pas de robots parce que les robots ont été bannis, parce qu'à un moment donné, les robots, alors, c'est quelque chose qui n'est pas raconté, mais ont en fait essayé de prendre le pouvoir sur les êtres humains. Et par conséquent, ils ont dit stop, on arrête, c'est interdit. Et ils ont développé des espèces de super êtres humains qui sont en fait enfin, chacun en possède un, tout comme à l'époque médiévale, on possédait un troubadour. C'est un peu un conseiller qui a une super mémoire. Enfin, ils sont génétiquement sélectionnés pour ça. Et ça, c'est un détail qui m'a vraiment intéressé. Mais bon, un des gros problèmes de ce livre, je dirais, c'est que l'histoire va à la fois très vite et très lentement. C'est-à-dire qu'on passe tout à coup sur des tout à coup, on saute des épisodes sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, et puis sur d'autres, ça dure extrêmement longtemps. Et puis, il a cette manière d'écrire. Je l'ai lu en anglais, et en fait, à chaque fois que quelqu'un se faisait tuer, je devais relire 3 fois pour être sûr qu'il s'était fait tuer, alors qu'on parle de scènes d'action. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'il se débrouille, mais à chaque fois, le vocabulaire utilisé fait que c'était pas si clair que ça, ou disons, pour un personnage qui se fait tuer, qui est un personnage central, je me serais attendu à ce qu'il développe un peu plus la scène de sa mort, et pas que tout à coup, voilà, ça soit bouclé. Et donc, il y a des choses qui sont vraiment bizarres. Et alors, je dirais que le plus drôle, c'est que alors il y a plusieurs familles, plusieurs, oui c'est ça, des grandes familles de noblesse qui s'affrontent, etc. Et alors, dans l'une d'elles, ce sont des grands amateurs de corrida. Ce qui me paraît complètement bizarre, en fait, quand on parle de science-fiction, de gens qui sont dans d'autres galaxies. Et notamment, il y a un des grands-pères qui s'est fait tuer, en fait, lors d'un combat de corrida, parce que c'est lui Encorné. qui combattait, qui s'est fait encorner. Et alors, partout, la famille, à travers leur voyage dans la galaxie, se trimballe avec avec la tête du taureau qui a été ensuite tué, qui a tué le grand-père, en fait. Et je sais pas pourquoi ce détail, mais je trouve qu'il a pas vraiment sa place, en fait, dans ce livre, mais ça m'a fait rigoler. Voilà un peu pour Dune et la Orange Catholic Bible, donc. Ça te dit rien, toi, la Bible Alors, catholique orange, hein? non, ça me dit rien du tout. J'ai vu le film, la dernière, enfin la version la plus récente de Dune, qui est sortie l'année dernière. Mhm. Euh, j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'ambiance, le sujet, et j'attends le deuxième, enfin, la suite, le deuxième film, Ouais. la deuxième partie. Mais j'ai pas lu le roman. Mhm. Bien. The Iron Kingdom. Attends, Le mets-le plus au fer. milieu parce que je vois pas. Ok, d'accord. Alors, c'est un gros C'est qui? bouquin. Ouais. Christopher Clark. C'est un historien anglais. Et c'est un livre sur l'histoire de la Prusse. Alors, c'est un pavé de 800 pages, extrêmement détaillé. Alors, j'ai mis un peu de temps à le lire, parce que j'ai dû mettre 1 an à le lire. Parce que je l'ai lu mais je l'ai fini récemment. Et c'est l'histoire d'un pays qui n'existe plus. Et un pays en Europe qui n'existe plus, à part celui-là, je parle pas des empires comme l'Autriche-Hongrie, etc. Parce que l'Autriche, ça existe, la Hongrie, ça existe. Mais la Prusse, ça n'existe plus. Parce que tu Et estimes que c'était vraiment différent de. c'était un État qui avait un État du 15e au 20e siècle. Avec une dynastie, les Hohenzollern, donc les électeurs de Brandebourg, qui a joué un rôle considérable dans l'histoire de l'Europe, alors à partir du XVIIe siècle. Quoi. Mais Mhm. ça a été une des puissances européennes qui a modelé, qui a participé à plein de guerres, allié aux Français, ennemi des Français, allié aux Russes, ennemi des Russes, Ouais. plus les Suédois, plus les Autrichiens, alliés aux Autrichiens, ennemis des... Enfin bref.
Et Là où ils ont vraiment été anéantis, à mon sens, excuse-moi de t'interrompre tout de suite, ouais. c'est sur leur territoire. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, tout le nord de la Pologne, plus la Mazurie, plus les États baltes, soient en fait complètement séparés de l'Allemagne, euh, pour moi, ça c'est vraiment un signe de grands changements, parce que sinon, je pense que leur esprit quand même perdure dans Tiens, l'Allemagne. à propos, j'ai vu sur Twitter l'autre jour une carte incroyable de la Pologne actuelle avec... euh, oh là 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 là. C'était quoi? C'était une statistique, un comportement des populations polonaises. C'est pas la Et Pologne A et la Pologne B? alors, la Pologne, donc l'ancienne Prusse. Alors, il y a le couloir de Danzig qui est homogène avec la partie sud de la Pologne. Et la partie, donc la Prusse orientale jusqu'en 1945. Et la Prusse occidentale, je dirais, donc le bout La qui est aujourd'hui Poméranie? Stettin, Ouais. qui est frontalier, ont des comportements vraiment, je crois que c'est politique ou moraux peut-être, parce que c'était pas l'avortement, non, c'est pas l'avortement, vraiment très différents du reste de la Pologne. Or, c'est exactement les territoires où étaient les Allemands, mais qui ont été tous chassés. Il n'y a plus un Allemand dans ces coins-là. Et sur ces Ouais. territoires, il y a un comportement très différent de la population polonaise, mais je l'ai oublié. Je vais retrouver ça dans mon feed Ok. Twitter. Enfin bref. Là, ça Donc, m'intéresse. Ouais. effectivement, donc la Prusse, c'est un pays qui a disparu et c'est un mystère incroyable. Enfin, on devine pourquoi. En fait, ceux qui l'ont tué, ce sont les nazis. Hein. C'est pas les. Ça a été supprimé ensuite par les puissances, les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale. Mhm. Mais les nazis, c'est les nazis qui ont mis fin à la Prusse, au Parlement de Prusse, enfin à toutes les Ah institutions oui. Ok. prussiennes. Déjà, c'est un paradoxe d'ailleurs. Euh, mais c'est vraiment sur une histoire de l'Europe, on connaît absolument pas, hein, nous, moi j'ignorais tout de cette, enfin pas tout à fait, parce que j'avais lu un bouquin il y a quelques années d'une histoire de la Prusse, mais beaucoup plus petite, d'un auteur allemand, Sebastian Hafner, qui a écrit par ailleurs l'histoire d'un Allemand dont je pourrais parler pendant une heure, qui est un livre que je recommande à tout le monde, Histoire d'un Allemand, Sebastian Hafner, H-A-2-F-N-R. Bon bref, il avait écrit une histoire de la Prusse et il a écrit et donc j'ai relu ce bouquin avec passion parce que c'est l'histoire de l'Europe comme on nous la raconte pas quand on est français ou même quand on est de culture enfin plus proche des Anglais. C'est vraiment un autre point de vue sur ce qui s'est passé en Europe pendant 5 siècles et c'est vraiment donc c'est rise and downfall donc comment on dit rise, la croissance, enfin, la gloire et la décadence de la Prusse, 1600-1947. Donc voilà, je recommande. Il n'a pas été traduit en français, mais vraiment c'est un superbe, Et, et il a été superbe, écrit par qui? un anglais. C'est un Ah, prof ok. Christopher Clark, C-L-A-R-K. Ok. Bon, il n'est pas très connu, hein, mais c'est vraiment un super roman, pardon, un super livre d'histoire, Ouais. extrêmement détaillé. Tu apprends des tas de trucs. Et en fait, évidemment, bah, la Prusse n'est pas la caricature qu'on a en France depuis 1870. C'est un État beaucoup plus complexe, très moderne, très divers. Il y avait des Prussiens de langue polonaise, par exemple, qui faisaient partie, qui étaient très. Par exemple, il raconte que entre deux guerres, enfin quand le parti nazi apparaît, il y a des meetings du NSDAP, des meetings hitlériens en polonais. Toi Ah oui, qui, d'accord. toi qui connais bien toi qui Ah a oui. un tropisme vers la Pologne, vraiment, tu te rends compte de ce que tu sais pas du tout ce que et c'est en Prusse, hein, donc c'est pas en territoire, c'est pas l'État polonais, c'est en Prusse. Il y a des Prussiens de langue polonaise qui sont extrêmement nationalistes au point. C'est drôle parce que s'il y a bien un truc qui caractérise les Allemands, enfin, je fais l'amalgame,
c'est justement de conserver leur langue en fait. Enfin, on le voit avec toutes les communautés allemandes en Russie, en Roumanie, euh, etc. Enfin, ils sont quand même extrêmement nombreux, même en Hongrie. Au cours des siècles, justement, ils ont su garder leur langue. Ouais, c'est drôle, ça, cette anecdote. C'est juste une anecdote, hein, mais bon, il y a plein d'histoires comme ça sur ce que c'était que la Prusse, qui est Mais Frédéric. je crois que techniquement, Nicolas Copernic était prussien, non? Enfin, en tout cas, il était de langue maternelle allemande. Il a beaucoup écrit en latin. Il est considéré comme polonais aujourd'hui, mais en réalité, c'est pas si net que ça, en fait, hein. Comme Son- Chopin, quoi, qui a vécu, dont le père est né en Lorraine. Oui, mais Euh, bon, Chopin, c'est différent. ah, C'est attention, non, mais il a fait toute sa carrière à Paris, mais non, mais non, mais on est tout à fait. Non, mais Chopin, c'est un cas différent parce qu'on comprend mieux son mélange ethnique. Enfin, l'origine de ses deux parents, pour parler simplement. Mais Copernic, c'est moins clair parce qu'on parle d'une époque. Enfin, c'était quand même il y a pas mal de temps et puis on comprend pas. Enfin, on avait du mal à imaginer comment vivaient les gens à l'époque. Ce que ça impliquait de parler telle langue, quelle langue, et puis quelle était en fait la conscience nationale qu'on pouvait avoir à l'époque, alors qu'au 19e siècle, avec Chopin, c'était quand même un peu plus fort, justement, les nationalismes. C'est à ce moment-là que ça s'est développé. Non, c'est intéressant, ça me donne donc envie voilà, de... l'histoire de la Prusse, je recommande parce que ça ouvre une compréhension qui m'était inconnue jusqu'à présent, ou à peu près inconnue, de l'histoire de l'Europe, des royaumes, et puis voilà, je répète, l'histoire d'un pays, du seul pays qui a disparu en Europe, la Prusse. Bien. De quoi est-ce que je pourrais parler? J'ai bien envie de parler d'un livre que je pensais vraiment ne pas aimer, mais qui m'a bien plu. C'est un livre d'un auteur genevois qui s'appelle Joël Dicker Ah, ouais, celui que j'ai lu, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc ouais, qui j'ai est lu. le J'ai lu. premier. Et il m'a été passé par un ami qui en fait au fait connaît assez bien l'auteur. Et j'ai vraiment été très impressionné par la puissance en fait de ce roman et puis cette capacité malgré parce qu'il était quand même assez jeune, hein, Joël Dicker quand il a écrit, de pouvoir de pouvoir se mettre en scène dans le roman mais sans se prendre trop au sérieux. Puis faire aussi peut-être un peu enfin, il y a un côté, enfin, si j'ai bien compris l'histoire de Joël Dicker, c'est que ça a été son plus gros roman. Et dans ce roman, il se décrit lui-même après son plus gros succès, en train de galérer à essayer d'en écrire un autre. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement habile comme manière de présenter les choses. Et je sais pas si c'est moi qui réfléchis beaucoup ces derniers temps, la manière dont on construit un roman, etc. J'en ai déjà parlé au sujet de Dune, sur la manière dont tout était agencé, les sources d'inspiration. Mais là, j'ai été vraiment scié de tout ça, tous ces détails qu'on a sur la vie dans le New Hampshire. Enfin, tout m'a paru vraiment très véridique. Et puis, je me suis vraiment laissé prendre par cette histoire. Et j'ai trouvé vraiment. Ah, c'est très efficace, hein. J'ai lu le suivant, qui s'appelle l'histoire de Baltimore, où comme ça, je me penche là vers ma bibliothèque parce que je l'ai dans le coin là. Euh, le livre des Baltimore, il y en a un qui s'appelle L'énigme de la chambre 622. Enfin, j'en ai trois. Ouais. Mhm. Euh, non, c'est bien, Harry Kéber, c'est pas mal, hein. C'est un auteur à succès, mais
Mais je trouve que c'est de la littérature sérieuse. En tout cas, il y a un art narratif qui est très efficace, très puissant, et plein de leçons quand on veut écrire, ou quand on aime l'écriture. Enfin, je sais pas si c'est ça qui Ouais, t'a attiré aussi. aussi, ouais, c'est ça. Et en fait, il y a une vraie maturité dans l'ouvrage. Vraiment, j'ai trouvé ça très impressionnant. Et puis, je me suis vraiment demandé comment est-ce qu'on fabrique, comment est-ce qu'on écrit un livre derrière, parce que ça m'a vraiment donné envie. Donc, voilà un peu et puis surtout, j'ai trouvé que, enfin, moi, j'aime bien tous les livres euh, qui réaffirment. Ça nous amène à une théorie dont on doit absolument parler, qui est le tropisme, les valeurs conservatrices qu'on retrouve dans beaucoup des œuvres qui ont du succès, bien qu'elles soient produites par des gens qui sont souvent de gauche. Et dans cette histoire, il réaffirme le scandale de la... Enfin, oui, bah, aussi quand même, il réaffirme le scandale de ce que c'est que la pédophilie. Et j'ai trouvé ça sympathique, en fait. Parce que, voilà, enfin, c'est un sujet qui me préoccupe et j'ai pas envie que ça soit banalisé. J'ai pas, j'ai pas le souvenir enfin, c'est pas ça qui m'avait marqué le plus dans ce livre, Ouais. mais oui, t'as raison. Mais disons que c'est un détail qui, pour moi, a attiré ma sympathie et je me suis dit, bah, c'est peut-être aussi pour ça que... Enfin, ça me fait plaisir de voir un livre qui est apprécié par les gens, qui justement véhicule ce genre de valeurs. Toute une société qui est choquée par ça. Bon, je crois que j'en avais déjà parlé. Ah Blanc oui, de Sylvain blanc. Tesson, mais je refais une passe légère dessus. C'est un roman qui est sorti en. Alors, c'est pas un roman, pardon, c'est un récit de voyage Oui. qui est sorti là, la fin de l'année 2022. Et qui raconte. Donc, Sylvain Tesson, c'est un voyageur, un aventurier qui, euh, qui a traversé à pied l'Himalaya, enfin, de Karakoram, l'Himalaya, avec un autre grand voyageur qui s'appelle Alexandre Poussin, dont je recommande la lecture des récits de voyage aussi. Mais Tesson a des capacités littéraires qui sont supérieures. Alors, il est un petit peu cabot, c'est-à-dire qu'il cherche à montrer ce qu'il sait faire, mais on lui En pardonne. termes d'écriture ou en termes Oui, de en termes d'écriture. sportif? Ok. Non, en termes d'écriture. Et là, il raconte la traversée qu'il a faite des Alpes de Menton à Trieste, donc Menton en France, Trieste en Croatie, ou en Slovénie. Non, c'est en Italie maintenant, Trieste. Ouais, Oui, justement, j'allais dire enfin, c'est Italie. une ville, bon bref, cette ville à la frontière au nord de l'Adriatique, à l'est de Venise, qui a été autrichienne, puis yougoslave, puis italienne, puis et, euh, et donc en plusieurs saisons, de 2018 à 2021, je pense, il a fait ce voyage, 2022, il a fait ce voyage à travers les Alpes. Et, euh, et moi qui aime faire du ski de randonnée, euh, et là je pars traverser le massif du Pinde dans le nord de la Grèce, je pars samedi. Ah, Donc je vais faire 5 jours avec moi, avec notre beau-frère et notre neveu. ok, génial. Faire la traversée du Pinde, au milieu des ours, et donc dans le nord de la Grèce, vraiment à travers des villages désertiques. Ben, lui, il fait un peu cette expérience aussi. Alors, c'est plus ambitieux, c'est dans des sommets beaucoup plus grands, c'est les Alpes, mais donc il monte à plus de 4000 mètres, il monte quasiment au sommet du Mont Blanc à un moment, à ski. Et il décrit le charme, l'expérience qu'on fait quand on fait de l'alpinisme ou du ski, du ski alpinisme, enfin c'est pareil. Et cette plongée, cette transe qui saisit celui qui s'y adonne. Et pour ceux qui n'en font pas, ou ceux qui ont peur d'en faire, ou qui ne peuvent plus en faire, ou qui ne veulent pas en faire,
il y a un intérêt considérable. C'est vraiment très poétique, c'est très beau, c'est vraiment les sensations de la de l'alpinisme, de ce qu'on aime quand on fait de la montagne. Et donc je recommande vivement, ça se lit très facilement, c'est 230 pages, donc c'est plus gros que les petits romans, les petits essais que j'ai cités avant, mais vraiment il y a du souffle, il y a des images, il y a des descriptions, il y a l'amour de la montagne, et la raison pour laquelle la montagne c'est fascinant, ça fascine certains hommes. Et, euh, et c'est très beau, enfin vraiment je l'ai lu presque d'une traite, je l'ai lu en 2 jours. Tellement j'ai aimé ça et tellement ça m'a fasciné. C'est vraiment, et je rêve évidemment d'aller sur ces traces. L'autre jour, j'ai repris le livre et j'ai noté sur c'est un aide-mémoire sur mon ordinateur toutes les étapes, les 70 ou 80 étapes à peu près, un peu plus, oui, qu'il fait à travers les Alpes, en me disant un jour il faudrait que je fasse tout ça quand même, parce que c'est l'œuvre d'une vie de traverser les Alpes quand on aime la montagne. On a un oncle qui avait fait ça, mais à pied, et dans l'autre sens. Et là, à ski, je crois que c'est un degré au-dessus, parce que la solitude est encore plus grande, le danger est plus grand aussi. Et il y a vraiment il passe à plusieurs fois, hein, il échappe à la mort dans des chutes, dans des avalanches ou des chutes en montagne qui sont... Ah oui. C'est pas anodin, hein, c'est dangereux, on s'engage à fond. Mais il y a une leçon de vie. Et c'est vraiment un état d'esprit. Et l'alpinisme, ça modèle pas une personnalité, mais enfin ça modèle un tempérament. Et plus je vieillis, plus j'apprécie et je continue de pratiquer la montagne, plus je sens l'influence profonde que ça peut avoir dans l'attitude. Déjà, c'est pas un sport collectif. C'est un sport où on est 2, allez, parfois 3. Idéalement, on est 2 sur une corde. Ou 3 au maximum, pas plus. Donc c'est pas un sport collectif, c'est un sport où il y a un chef. C'est un sport donc très individuel. Un sport où on est seul ou presque seul. Et donc ça donne un état d'esprit... peut-être que c'est le sport des entrepreneurs. Il y a la voile aussi, hein. La voile où on dirige une équipe, où là c'est beaucoup plus collectif, la voile, hein. Puisqu'on on compte sur la division des tâches sur le voilier de chacun des marins. Mais l'alpinisme, ça donne une autre approche aux activités, enfin c'est une autre leçon de vie. Et voilà. Donc Blanc, très beau livre d'alpinisme, de ski, d'amour de la montagne, des lieux aussi, la liste des noms qu'il enchaîne, hein, de tous ces lieux, de toutes ces vallées, ces villages, ces cols, ces refuges. Ça aussi, il y a de la poésie dedans. Donc, je le conseille. Génial, génial. Moi, j'en ai un autre qui justement va bien dans la continuité de l'affaire Eric Hébert dont je parlais. C'est Les liaisons dangereuses de Laclos qui au contraire de l'affaire Eric Hébert, j'ai vraiment détesté l'état d'esprit derrière. Alors je sais que c'est voulu pour être choquant, mais je trouve ça ce sera ignoble de savoir qu'un livre comme ça est si apprécié, etc. Parce que les valeurs qui sont véhiculées dedans sont vraiment détestables. Et notamment, il y a 2 éléments qui m'ont vraiment choqué. C'est la scène d'avortement qui est présentée de façon extrêmement légère et tout à fait normale, habituelle. Et le fait que il y a un autre vice en fait, c'est que on est tout le temps dans le livre en train de dire que les vrais méchants ce sont Valmont et Merteuil. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on peut lire le livre quand on le lit au premier degré. Mais en fait, je trouve au second degré que les soi-disant victimes des jeux de Valmont et Merteuil sont en fait aussi des gens très corrompus qui se laissent corrompre très volontiers
et qui en fait sont tous quasiment tous débauchés. Et donc j'ai trouvé que c'était très noir en fait pas seulement sur le fait qu'il y avait deux personnages principaux qui étaient libertins et puis qui faisaient en sorte de corrompre les autres, mais en fait tout le monde. Et donc ça m'a vraiment. C'est pas rare que je lise des très grands livres, très grands classiques et que je trouve pas ça bien ou enfin, pas intéressant du tout ou qu'il y a des choses qui me déplaisent. Et là, à nouveau, en fait, j'ai ce cas où enfin, je sais pas si c'est la lecture que toi t'en as en fait, mais vraiment ignoble. Je l'ai lu quand j'étais adolescent. J'avais perçu évidemment cette euh, cette fausse condamnation du vice, parce que je crois qu'on dit Coderlo de Laclos, hein, si ma mémoire est bonne. Laclos, en tout cas, proteste au début, parce que sinon, je crois qu'il n'aurait pas été édité du tout. Il proteste sur la leçon qu'il veut donner dans son roman. Il regarde, oui, comme tu dis, regardez, Valmont et Merteuil sont des méchants et ils sont d'ailleurs punis. Mais en fait, c'est ignoble comme roman. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est si... Sade, c'est différent. Hein. Sade, il fait pas l'éloge de la perversion, je pense. Hein. En tout cas, c'est la lecture de Philippe Muret. Sade, il révèle que la recherche du plaisir sensuel est un échec, aboutit toujours à un échec. Et c'est ça qu'il veut dire. Il le dit d'une façon un peu extrême. Alors que je crois que Laclos est moins sophistiqué que Sade, puisqu'on compare les deux, ils sont d'ailleurs à peu près contemporains, c'est la même époque. Et je crois que Laclos est moins intéressant que Sade dans les... Faudrait que je te dise. Moi, j'avais été moins choqué par les mémoires de Casanova, par exemple. J'ai pas lu ça. J'avais trouvé ça peut-être un peu plus drôle. Enfin, parce qu'en fait, c'est étalé sur plus de temps, et puis il y a un peu toujours la même petite histoire qui se répète. Enfin, ça ressemble un peu plus, j'ai trouvé, au fond de l'histoire de Don Juan. Où, enfin, dans Don Juan, je trouve que c'est plus net, en fait, la manière dont ça se termine. Et bon, il refait le coup à toutes les filles, et puis bon, bah, voilà, il se prend ça dans la figure. Et Casanova, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu plus sympathique. Peut-être aussi que Ah, mais Don Juan, Don Juan, il est sincèrement amoureux de toutes les femmes qu'il poursuit. Sincèrement, c'est pas un cynique, hein, Don Juan, en tout cas dans Mozart, dans Molière, je sais pas. Don Giovanni, il est sincèrement amoureux. Et et donc moi je pense qu'il est assez émouvant, Don Juan. Hein. C'est pas, oui, il est puni par la justice divine parce qu'il a tué. Ah Pas oui, parce qu'il a détourné des femmes. Il est tué je pense, hein, il est tué par le commandeur qui l'a ok. tué Il et faudrait qui que l'a défié. j'avais pas fait Tu vois, attention. c'est parce qu'il blasphème qu'il est tué. Ouais, C'est pas parce qu'il aime les femmes. c'est Il meurt pas intéressant. par là où enfin, il meurt par là où enfin, pardon. Il meurt, enfin, le péché par lequel il meurt, c'est celui qui est le plus grave. C'est le blasphème. C'est de se moquer des morts, de la vie éternelle. Et c'est comme ça qu'il est tué.
et qu'il est emporté en enfer. Hmm. Mais pas pas à cause des femmes, hein, c'est pas clair pour moi, c'est pas à cause de Ok. sa dépravation. Euh, D'ailleurs, dans Don Giovanni, enfin dans Don Juan, l'air du catalogue, il n'est pas chanté par Don Juan. Don Juan ne se vante pas de ses conquêtes. C'est Leporello qui tient c'est son valet qui tient la liste, qui tient le catalogue et qui le déclame à une des Oui. femmes qui poursuit Don Juan. Don Juan ne fait pas ça. Mhm. Il passe de femme en femme, mais il est très amoureux. Il est un amour superficiel qui est pas droit, mais c'est un mouvement du cœur et c'est pas par là qu'il meurt. Hmm. Donc peut-être pour remettre en perspective avec Casanova, parce que Casanova, je suis pas sûr qu'il soit amoureux. Je sais pas, j'ai pas lu, hein, mais c'est pas le. Non, qu'est-ce que c'est toi qui l'as lu, tu dois pouvoir répondre à ça. Ah, il me semblait que si, mais là tu commences à me. Enfin, je mettrai pas ma main à couper parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Et il C'est faudrait que pas, je. Don Juan, c'est pas un jouissard, hein. Ouais. Casanova, Non, que Casanova soupçonne, plus. Ouais. soupçonne que ce soit un Ouais. jouissard. Faudrait que je relise les deux pour bien comparer. D'ailleurs, ça me fait penser à un problème un peu moral que j'aimerais te présenter, qui est, je suis arrivé un peu à un paradoxe dernièrement, qui est que à notre époque, tout le monde parle de karma, hein, donc pour moi le karma, je l'interprète comme la justice sur terre en fait, Justice et immanente, la justice immanente. immanente. Ouais. Ouais. Mm. Et on dit beaucoup qu'il n'y a pas de justice sur terre justement, et que en tout cas, c'est illusoire d'espérer que les méchants soient punis ici, euh, et que donc ce sera plus au jugement dernier ou ailleurs. Et pourtant, et j'avais cette conversation avec un ami, il m'avait mis au défi de citer beaucoup de personnes qui étaient universellement considérées comme mauvaises et qui n'avaient pas justement souffert sur Terre, en fait, n'avaient pas été rattrapées par le karma. Puni. Et, pardon? Puni sur terre. Ouais. Et j'ai pas. Et, et bien que je continue d'être persuadé qu'il n'y a pas de justice sur Terre, j'ai pas pu donner beaucoup. Enfin, c'était beaucoup plus facile de donner des exemples de gens qui ont été effectivement punis sur Terre euh, que l'inverse. Je sais pas si t'as déjà Moi, essayé je de faire pense une liste. que c'est Peterson qui dit qu'il y a des réflexions très intéressantes sur l'enfer. Et il réfute violemment ceux qui disent que l'enfer n'existe pas. Il dit, si vous dites que l'enfer n'existe pas, c'est soit que vous n'avez pas assez vécu ou que vous ignorez ce que d'autres humains ont vécu. Et l'enfer, il existe, il commence dès ici-bas. Et l'enfer, c'est la grande tristesse du cœur, par exemple, ou évidemment les tortures atroces que les humains peuvent s'infliger les uns aux autres. Et quand on connaît ce que les humains peuvent s'infliger les uns aux autres, il cite en particulier le, euh, le camp, l'unité, je sais plus quoi, une unité de l'armée japonaise en Chine, et il dit l'unité 612, un truc comme ça, je m'en mettrai ça en référence. Euh, il dit allez sur Wikipédia à vos risques et périls. Googlisez ce nom à vos risques et périls. Et effectivement, quand tu vas chercher ce qui s'est passé dans cette unité, ce que les Japonais ont fait à leurs prisonniers chinois pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est épouvantable. Absolument épouvantable. De même, les tortures, alors évidemment dans les camps de concentration nazis, mais les camps soviétiques, le goulag, les camps des Khmers rouges, mais alors ça c'est au-delà, même au-delà de ce que faisaient les Japonais ou Chinois là, dans ce camp, cette unité, je ne sais plus comment. Et donc l'enfer existe ici, dès ici-bas.
Alors évidemment, Mhm. là tu parles d'une autre dimension, mais je crois que c'est lié, c'est la rétribution immanente. Ben moi je pense qu'on est rétribué, on commence à être rétribué ici-bas quand on commet le mal, on fait le mal. Ah oui, donc toi, Prenons les grands criminels. ouais. Comment est-ce que Staline est mort? Tu connais les détails de la mort de Staline. Il a été Euh, abandonné, personne n'osait, je crois qu'il y a eu une attaque, et pendant 2 ou 3 jours, il est resté agonisant ah dans oui. son urine, dans ses excréments, dans sa chambre. Personne n'osait entrer. Euh, Hitler, il meurt, il prend du cyanure et puis ça suffit pas, il se tire une balle. Enfin, il va mourir dans des souffrances atroces. Et puis ensuite, il est brûlé. Enfin bref, je prends 2 grands criminels. Mao, je n'ai plus de détails sur la mort de Mao, mais bon. Oui, il y a des grands criminels qui sont morts dans leur lit, très tranquilles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connu l'enfer déjà Oui, mais dans leur ouais. cœur, quoi. Mais c'est pas. Mais en fait, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Tu vois, des exemples de grands criminels qui sont morts dans leur lit, pas vraiment inquiétés. Parce que il y a un peu un corollaire qui est que euh, derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime. Et on n'a pas vraiment, intuitivement, j'ai pas l'impression que tous les gens qui sont très fortunés, enfin, si admettons que cette idée soit vraie, soit bah, universellement comme ça rétribués sur Terre du mal qu'ils auraient fait. Alors, moi, j'ai un exemple, hein. Ouais. Euh, mais Oui, alors c'est pas en fait, universel, hein, mais ouais. disons il faut pas non plus chercher les grands crimes. Il faut chercher les conséquences de nos propres vices, de nos propres crimes à Ouais. nous, et de ce que ça produit dans nos cœurs. Parce qu'en fait, le karma, tu connais un peu l'histoire de cette Pas en détail, non. idée, non? Comment est-ce possible que ça soit devenu tellement apprécié dans notre culture, etc., que tout le monde ne vive que par ça? C'est vraiment surprenant. Bon, je crois que la compréhension est aussi superficielle que celle du yoga, hein. On dit karma, c'est une C'est expression. vrai, ouais, C'est le karma, bon, bah, c'est le destin. C'est ça que les gens veulent dire. ouais. Je pense pas que la théologie hindoue soit particulièrement. Moi-même, je l'ignore, donc les Bah, c'est détails plus sont que tout c'est clairs. plus que le destin, parce qu'en fait, les gens, je pense, le perçoivent un peu comme un jeu avec un système à points. Où si tu accumules du bon karma, il va t'arriver des bonnes choses. Tu vois, dans Destin, t'as pas vraiment cette notion, en fait, de Bah, il y a le rétribution. fatum, hein, le destin, c'est le fatum, c'est que c'est écrit, et c'est que tu en paies les conséquences. Enfin, quoi que le fatum, il y a pas, t'as pas de responsabilité personnelle. Mhm. Mais, bah, Ouais, je il connais faudrait pas que ça. je fasse plus de recherches avant qu'on en reparle. Bon, bref, et pour finir sur la lecture, Oui. Euh, Homère. Homer, ok. Voilà, donc je suis en train de lire. Là, j'ai pas fini, mais je suis en train de lire L'Odyssée. l'Odyssée. Et alors, ce que j'aime dans les classiques de l'Antiquité, c'est de découvrir combien ces gens sont proches de nous. Ah oui. Dans combien ils sont familiers, combien ils pensent et ils parlent et ils vivent et ils s'expriment et ils ressentent la même chose que nous. Et ils sont tellement statifiés, les Ulysse, Télémaque, Homère, enfin bon bref, Achille, ils sont tellement statifiés que on oublie qu'en fait, dans la littérature qui leur a donné vie et qui nous a transmis, ce sont des êtres de chair et de sang, comme nous. Et c'est très précieux de s'y replonger, parce que ça les rend vivants, ça les élève aussi, et ça souligne l'importance qu'ils ont dans nos mentalités, dans nos vies. Que tous ces gens-là,
tous ces personnages de romans, ils sont aussi vivants que Jean Valjean ou, John Galt ou Mhm. les frères Karamazov. Hein, voilà. Donc ce sont ils sont au même niveau, ils sont aussi vivants, aussi présents, ils sont pas vieux du tout. Et le pauvre Télémaque qui affronte les soupirants de sa mère, pendant que son père Ulysse est absent, et puis qui part faire un voyage pour essayer de retrouver son père, et puis qui est accueilli par Nestor, puis par Ménélas, c'est le destin d'un jeune homme, parce qu'en fait l'Odyssée parle moins d'Ulysse, beaucoup moins d'Ulysse que de Télémaque, donc le fils qui cherche son père, qui va à sa recherche. En tout cas pour l'instant, là où j'en suis, parce que j'en suis au premier tiers, c'est ça qui est plaisant. Enfin, je partage le plaisir que j'ai à lire l'Odyssée. C'est pas la modernité, c'est pas le bon terme, mais la contemporanéité de ces personnages. Ils sont là. Et dans les lettres, dans les descriptions de celui ou ceux, s'il y a plusieurs auteurs derrière Homère, qui leur ont donné vie et qui continuent de les rendre vivants. Donc je recommande la lecture de l'Odyssée ou de l'Iliade aussi, qu'on pense connaître, dont on a lu des adaptations dans tous les sens quand on était enfant, ou des films, et puis qui en fait sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressants d'ailleurs que dans les adaptations qu'on a pu en avoir. Voilà pour mes Ça me lectures. donne envie. Ouais. Merci. Voilà pour mes lectures de ces derniers des livres que j'ai finis ou que je suis en train de lire. Il y en a d'autres que je suis en train de lire, mais bon, j'en parlerai une autre fois quand je les aurai finis. Très bien. Bah, c'est à refaire. Merci. Salut! Bonne soirée à toi. Allez, bonne soirée.